Bah. Avec vous sur Sud Radio pour le débat, peu de temps avant l'heure, mais on va quand même débattre avec Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour Éric. Bonjour Valérie. Pierre Jouvet, porte-parole du PS, maire de Saint-Vallier dans la Drôme. Bonjour. Bonjour Valérie. Lucas Jakubowicz, bonjour. Vous êtes journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine. Bonjour à vous. Et Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, notre belle capitale. On va revenir, on va poser cette question. Est-ce qu'il faut ouvrir la vaccination à tous ceux qui le souhaitent ? C'est ce que demande David Linard, c'est ce que demande un certain nombre de personnes. Comme on a pu voir hier que le Stade de France a commencé enfin plusieurs vaccinodromes ont ouvert et qu'il y a peu d'appétence pour le AstraZeneca. Pourquoi ne pas laisser ceux qui veulent y aller se faire vacciner ? On va parler du calendrier d'Emmanuel Macron, une reprise de l'école le 26 avril, il persiste et signe. Et puis la présidentielle qui a bel et bien commencé. Édouard Philippe un petit peu partout sur les plateaux. Moi, j'ai pas bien compris ce qu'il disait, mais on va en reparler. Anne Hidalgo, Xavier Bertrand, Marine Le Pen, bref, ils sont tous là. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Florence Berthoud, c'est un coup de cœur ? Moi, c'est toujours des coups de cœur parce que la vie est tellement morose qu'on a tellement d'occasions de râler. Je voudrais faire un coup de cœur sur l'épicerie solidaire que j'ai installée dans ma mairie et l'épicerie solidaire qui est dédiée aux étudiants. C'est une façon aussi de dire que les étudiants sont en situation de grande souffrance. Il y a les étudiants en situation de grande souffrance matérielle, il ne faut pas l'oublier. Vous me direz que ce n'est pas nouveau, le Covid n'a fait qu'accélérer ça. Et puis il y a ceux qui sont aussi en grande souffrance psychologique, psychique, parfois c'est les deux. Donc j'ai fléché toute une partie de mon budget d'investissement de l'année dernière en particulier pour aménager ce lieu qui leur est dédié et qui sera pérennisé après, et on peut le faire grâce à la formidable mobilisation de plein de bénévoles. Donc je pense il y a beaucoup d'étudiants qui viennent. Alors nous sommes obligés de fixer des règles. Je pense qu'on va y revenir sur la vaccination, parce que si on ne fixe pas des règles, eh bien le paradoxe qui n'est qu'apparent, c'est que c'était totalement inéquitable. Donc nous avons ouvert cette épicerie solidaire pour les étudiants boursiers et qui ont un reste à vivre inférieur à 7 €. Et on n'est pas trop regardant quand on est évidemment à la limite. Vous avez un reste à vivre de 8-9 €. On peut accepter les étudiants, on les accepte. Il faut a priori faire ses études dans le 5e, mais c'est là où il y a le plus d'étudiants, ou habiter le 5e, mais là encore, quand il y a des cas difficiles, évidemment que nous les admettons. Alors, les éditeurs ont de l'humour et ils disent envoyer les étudiants chez Chalençon. Voilà. Pourquoi pas Oui, c'est Happy Few, donc on aura du mal à tous les envoyer. Éric Verhaeghe, quand même de faire un constat alarmant sur le fait que, rappelons que le 5e arrondissement, ça doit être aujourd'hui 17 ou 18 000 € le mètre carré à l'achat. C'est probablement l'un des arrondissements les plus riches de la capitale. Et on en est à ouvrir des épiceries solidaires pour les étudiants de cet arrondissement. Je ne sais pas si chacun mesure ce que ça signifie en termes de décrochage de notre pays. Et notamment c'est aussi un arrondissement où il y a le plus d'universités, je crois, et d'écoles. Si vous permettez. Sans doute, mais il faut mesurer le prix que nous faisons payer à notre jeunesse dans la gestion de cette crise. Mais attention, ceux qui font leurs études, que ce soit dans le cœur de la capitale ou ailleurs, c'est pas les étudiants qui peuvent mettre 15 000 € le mètre carré. Et ils n'ont pas accès au logement social. 1 000 € donc moi, je voulais que ce soit juste rue Soufflot, à 2 pas du Panthéon. Oui, vous êtes jeune, Lucas, vous avez autour de vous des jeunes dans des situations difficiles aussi ? Moi, j'en connais pas. D'abord, je suis pas si jeune que ça. Vous êtes le plus jeune d'entre nous, je crois. Je suis diplômé depuis 10 ans, j'ai dépassé la trentaine, mais oui, effectivement, il y a énormément d'étudiants qui sont dans cette situation. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est les étudiants vraiment des milieux les plus modestes, mais il y a aussi beaucoup d'étudiants qui sont de classe moyenne, qui sont touchés. Il y en a beaucoup, en fait, qui survivent ou qui vivent plutôt bien leurs études avec un petit travail à côté. Par exemple, en étant serveur. Comment on est serveur aujourd'hui quand tous les restaurants sont fermés ? Bien sûr. Quel dispositif financier accompagne ces jeunes ? Il n'y en a pas. S'ils n'ont pas de filet de sécurité de la part de leurs parents, effectivement, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller dans une banque alimentaire. Absolument. Votre coup de gueule à vous, Alors moi, c'est un coup de gueule, c'est pas un coup de cœur cette fois-ci, c'est un coup de gueule contre un procédé rhétorique qui est en pleine croissance depuis un mois,
qui honnêtement commence à m'insupporter, je pense que je ne suis pas le seul. C'est assez simple. Imaginez que pour une raison X ou Y, vous allez critiquer une idée, un projet, une mesure qui émane de la gauche. Ça arrive assez souvent en ce moment, et c'est de bonne guerre. Et c'est de bonne guerre. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Automatiquement, on va nous accuser de faire le jeu de l'extrême droite ou même d'être d'extrême droite. Il y a plein de cas. Depuis quelques semaines, ça s'enchaîne et c'est horripilant. Le dernier en date, vous l'aviez évoqué hier, Paris-Saccage. Effectivement, il y a des tas et des milliers en fait, de Parisiens qui râlent contre l'état de salubrité de la ville. Quelle est la réponse de la mairie ? Dire que c'est une campagne de dénigrement qui est orchestrée par l'extrême droite. Ouais. Mais c'est aussi le cas, on l'a vu il y a quelques jours avec la mairie Europe Écologie Les Verts à Poitiers, avec la polémique sur la subvention du club aérien. Quelle est la réponse de Julien Bayou, qui est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts ? C'est simple, c'est de dire que en fait, c'est les gens qui sont contre la mer, qui contestent ses idées, et reprennent les éléments de langage de l'extrême droite. Et il y a plein de cas comme ça. Il y a Audrey Pulvar, il y a aussi le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui va défendre en fait, l'universalisme républicain. Que lui répond Jean-Luc Mélenchon ? Il reprend des éléments de langage de l'extrême droite. On a vu ça avec la mosquée de Strasbourg, on a vu ça avec l'IEP de Grenoble. C'est une sorte de, c'est l'argument qui revient. On va y revenir c'est pas un argument justement. Non, justement, c'est un déni de démocratie parce qu'on peut défendre les idées qu'on veut, mais dans ce cas-là, on argumente, on jette pas l'opprobre sur qui pense autrement. Pierre Jouvet, vous nous direz ce que vous en pensez. Dans un instant, on se retrouve après le journal de 11h. Tout de suite. On est ensemble pour le 10h midi avec vous et avec aujourd'hui Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement, Lucas Jakubowicz, journaliste politique, rédacteur en chef adjoint de Décideur Magazine, Pierre Jouvet, porte-parole du PS et maire de Saint-Vallier dans la Drôme, et Éric Vérag, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Faut-il ouvrir la vaccination à tous ceux qui le souhaitent ? Emmanuel Macron va-t-il pouvoir tenir son calendrier ? Il l'a réaffirmé hier, les écoles réouvriront le 26 avril et puis la campagne présidentielle a-t-elle déjà commencé ? On parlera de tous ces sujets, peut-être un mot aussi sur les dîners clandestins, c'est un sujet qui vous a passionné hier avec M6 qui persiste et signe. Il y avait bien un ministre dans un de ces dîners au Palais Vivienne. On n'a pas fini notre tour de table, mais Pierre Jouvet, je voudrais que vous réagissiez à ce que disait Lucas Jakubowicz, à savoir que l'argument en général, quand on n'est pas d'accord avec un maire écologique, Europe Écologie Les Verts ou un maire socialiste, on se prend. Vous êtes de l'extrême droite. Vous êtes d'extrême droite. J'entends. Je partage pas, mais je peux entendre qu'effectivement, ça fait partie des arguments qui affaiblissent la parole politique et la parole publique. D'un point de vue général, moi, je suis assez d'accord pour dire que chacun doit pouvoir exprimer son point de vue et ses idées sans avoir à être rejeté sur des facilités de langage et sur de la rhétorique d'éléments de langage qui diraient si tu dis ça, si tu penses ça, c'est que tu fais le jeu de l'extrême droite. Ou si tu dis ça ou que tu facilites ça, c'est que tu es islamo-gauchiste. Je pense que tout ça affaiblit le débat politique d'une manière générale. Voilà, après, je regrette. Je pense qu'il vaut mieux aller dans le fond des sujets, dans le fond des débats. Et en tout cas, sur ceux qui ont été évoqués tout à l'heure, que ce soit sur la question de Poitiers, avec la question de l'aérodrome ou sur les questions de la saleté ou de la propreté de Paris, tout dépend de quel point de vue on se place. Je pense que ça mériterait qu'on aille plus dans le fond des débats plutôt que de se jeter des anathèmes faciles à la figure qui rétrécissent le débat public et qui font que les gens s'en éloignent parce qu'en fait, ça n'intéresse pas les Français, ce genre de sujet. Oui, puis en plus, ça a le don d'exaspérer. Je vois sur les réactions des gens qui sont sincères dans leur combat ou pour reprendre l'histoire de la capitale, dans leur amour de Paris et dans la dénonciation d'un certain nombre de choses et de se faire traiter de fasciste carrément, c'est assez détestable. Alors peut-être Éric Vérag, un coup de cœur ? Oui, moi je voulais quand même saluer, puisque toute personne n'a pu passer à côté de l'affaire Éducation nationale, dont les serveurs tombent en panne. Je suis d'accord avec vous. Je voulais en dire un mot. Alors là, c'est pas l'extrême droite, c'est une puissance étrangère, vous avez vu, qui est intervenue. Peut-être une puissance d'extrême droite. Peut-être. Et sans doute Poutine. Et on peut en même temps mettre ça en parallèle avec l'incertitude qu'il y a sur le nombre de personnes en réanimation, puisque vous savez que le Parisien a sorti des contre-chiffres sur le nombre de personnes en réanimation, mais
on vit dans ce sentiment qu'il y a une faillite complète des services publics à la française, et spécialement des services publics auxquels les Français sont les plus attachés, à savoir l'hôpital et l'école. Et je voulais quand même souligner, dans ce naufrage auquel nous assistons, depuis un an d'ailleurs, qu'il y a deux institutions qui tiennent. C'est l'hôpital privé et c'est l'école privée. Dans les écoles privées, qu'elles soient sous contrat ou hors contrat, l'enseignement à distance a lieu normalement avec des enseignants motivés qui forment les élèves. Et dans les hôpitaux privés, on n'a pas entendu parler de débordement ou de situation de naufrage ou en tout cas de tension extrême. Non, pour la simple et bonne raison qu'ils ne sont pas équipés en réanimation de la même manière que les hôpitaux et qu'ils ne peuvent pas prendre en charge des réanimations très lourdes. Mais l'hôpital public fait le choix de ne pas les solliciter. C'est pas tout à fait. C'est pas ce que j'ai lu. Je pense de ce que j'ai lu, ils sont sollicités et les réanimations que nécessitent les malades du Covid nécessitent des réanimations très lourdes pour lesquelles ne sont pas, pour lesquelles ne sont pas équipées les cliniques privées. C'est en tout cas ce que j'ai lu. Je ne sais pas si. Sans doute, mais j'ai lu plusieurs communiqués de la Fédération d'hospitalisation privée qui fait acte de candidature, qui fait des offres de services pour dire mais nous sommes là, sollicitez-nous. L'enseignement privé lui-même tient la route et on constate que dans cette situation de crise, d'une certaine façon, ce qui fait le service public ou l'intérêt général, c'est le secteur privé et certainement pas le secteur public. Et je pense qu'il faut qu'on en tire longuement les conséquences puisque le service public coûte plus cher d'année en année. On a mis 74 milliards d'euros dans l'éducation nationale en 2020. C'était 1 milliard de plus qu'en 2019. Et on ne voit pas le début de la queue d'une cerise de résultats de cette affaire. Moi, l'hôpital public tient le coup. Pour le coup, je pense qu'on peut saluer tous les soignants et cet hôpital qui arrive à assurer tout de même, Pierre Jouvet. Oui, je crois quand même que l'hôpital public a quand même montré depuis un an que non seulement il tenait le coup, mais qu'en plus de ça, il avait été aussi en capacité de s'adapter. Et de la même manière, je veux aussi dire que l'école publique, alors je ne veux pas faire loin de moi l'idée de rejouer des querelles qui ont pu exister par le passé, qui existent encore. Mais je crois que l'école publique tient aussi son rôle et que les enseignants ont fait ce qu'il y avait à faire depuis un an. Les cours à distance sont organisés, le suivi scolaire est fait par les enseignants. On ne peut pas mettre sur la faute de l'école publique et des enseignants de l'école publique des pannes d'informatique, de serveurs. Je pense que l'hôpital, ça fait partie du service public, mais l'hôpital public comme l'école publique arrivent de temps en temps à délivrer leur mission malgré la technocratie qui les dirige très mal. D'accord. C'est l'incapacité. Mais c'est un sujet de fond. C'est qu'aujourd'hui, le service public est plombé par une haute fonction publique qui est incapable de délivrer le service pour lequel elle est payée. Alors, de ce point de vue-là, je partage exactement le propos. Mais ce n'est pas ceux qui sont sur le terrain qui, eux, essayent de faire tenir comme ils le peuvent avec leurs petits bras le système de l'hôpital public comme de l'école dans ce pays. C'est les consignes et surtout la technostructure qui, malheureusement, par ordre, contre-ordre, organisation et désorganisation, entraîne un niveau d'impréparation d'un certain nombre de sujets qui est absolument calamiteux. Ça, on est d'accord. Alors, Pierre Jouvet, c'est un coup de gueule qui rejoint notre œil de l'expert de 10h30. C'est cette loi sur l'euthanasie qui doit être débattue à partir de demain à l'Assemblée. Oui, c'est cette loi sur l'euthanasie qui doit être débattue demain. C'est à propos de cette loi, c'est pas contre la loi que vous avez un coup de gueule. Non, c'est pas contre la loi, c'est à propos de cette loi. Je pense qu'il est important que nous puissions avoir un débat dans le pays sur la question de la fin de vie et sur la question du choix individuel lié à la fin de vie. Et je trouve absolument regrettable et déplacé que par un jeu d'obstruction parlementaire, quelques députés LR fassent le choix, par un dépôt de près de 3000 amendements, de bloquer un système législatif et d'empêcher une bonne tenue de débat. Je regrette profondément ce choix qui a été fait. Je pense qu'on peut être contre, on peut être pour. Chaque point de vue est respectable et moi, je veux que chaque point de vue puisse être écouté et entendu très largement. Mais il faut que le débat puisse avoir lieu sans pouvoir jouer de la petite obstruction parlementaire. C'est un sujet majeur qui touche des millions de Français. On a aujourd'hui de plus en plus de
de personnes qui souhaitent qu'il y ait un sujet plus abouti sur la question de la fin de vie. Et on se doit de s'emparer de ce débat-là. Sinon, on est encore une fois à côté des attentes de la société, encore une fois à côté d'une avancée sociétale que moi je pense majeure, et je pense qu'on doit arriver à une grande loi sur la fin de vie, et je regrette cette obstruction parlementaire. Oui, c'est un peu le... Qui veut réagir Florence Berthoud? Moi je suis favorable au débat, donc je dois dire que je me retrouve assez dans ce que vous dites sur l'idée de pouvoir avoir un débat. Je ne crois pas que, surtout en période de Covid, mais ce soit un sujet qui mobilise la majorité des Français. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Ce sujet mobilise une minorité très très agissante, tous les points de vue sont respectables, ils sont liés, de mon point de vue, non pas à une couleur politique, du moins je l'espère, ils sont liés à la fois à nos tempéraments propres et puis aussi à nos histoires personnelles, qui sont évidemment très très intimes. Je considère pour ma part qu'il y a une différence entre des lois qui vont accompagner des fins de vie, hélas, programmées, douloureuses, terribles pour des malades. La loi Leonetti n'a pas tout réglé, mais a quand même réglé une partie de ce sujet extrêmement délicat. C'est vrai qu'elle ne règle pas notamment les cas de maladies neurodégénératives, ça c'est une réalité, mais je suis bien placée pour des raisons personnelles pour savoir que cette loi permet d'accompagner des malades en grande souffrance en fin de vie. La situation qui est posée par cette proposition de loi, encore une fois, dont je pense qu'il faut discuter, évidemment, mais c'est la question de la mort volontaire, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui souhaitent ça. Et là, on est plus dans le suicide assisté que dans la fin de vie. Du suicide assisté, mais c'est un débat sans fin. Hein. Moi, pour ma part, je suis extrêmement réservé sur ce tournant qui ne me paraît pas être un plus dans des sociétés moderne. Donc, mais une fois, chacun réagit avec son parcours personnel. Mais ce sur quoi réagissait aussi Pierre Jouvet, c'est sur cette pratique qui est à la fois de droite et de gauche, qui est bien sûr, cette obstruction. Je me retrouve avec ce que dit, avec ce que vous dites, c'est-à-dire que l'obstruction ne fait pas avancer le débat. Non, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, l'obstruction parlementaire, c'est malheureux, mais ça fait partie du jeu institutionnel. Je sais que pendant la réforme des retraites, le groupe La France Insoumise avait déposé, je crois, 3000 amendements sur le projet de loi, ça avait ralenti le processus. Là, on a la même chose avec les députés LR. Si un jour les députés LR-OM sont dans l'opposition, il est probable qu'ils agissent pareil. Et en fait, l'attitude à avoir est très périlleuse parce que la seule solution, ce serait de limiter en fait le nombre de dépôts d'amendements, mais quelque part, ce serait antidémocratique. Donc, je pense qu'il faut s'accoutumer à cette obstruction, hélas. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant avec vous. À tout de suite sur Sud Radio. On va parler de la vaccination. Est-ce qu'il faut l'ouvrir à tous ceux qui le souhaitent? Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Alors, on va revenir sur la vaccination. Ces vaccinodromes qui ont ouvert un petit peu partout avec évidemment beaucoup de désaffection pour le vaccin AstraZeneca et le Moderna qui est associé indirectement à l'AstraZeneca. Je voudrais qu'on dise quand même quelques mots sur ces dîners clandestins. M6 persiste et signe sur le fait qu'un ministre était bien à l'un de ces dîners organisés par Pierre-Jean Chalençon. Le gouvernement nie, mais la rumeur est assez ravageuse et en tout cas fait énormément de dégâts. Vous vouliez réagir au sujet, Lucas Jakubowicz? Oui, très rapidement en tant que journaliste. En fait, quand on écrit sur des sujets aussi lourds de sens, je pense que nous, on a un devoir, c'est de vérifier nos sources et de les confronter. Là, on ne sait pas où est le vrai du faux. Pierre-Jean Chalençon dit un jour, c'est un poisson d'avril, je crois, 4 avril. Un coup, il est péremptoire, il affirme qu'il y a des ministres qui ont participé. Je pense qu'il faut vraiment écrire sur le sujet si on est sûr de ce qu'on avance. Sinon, on peut brouiller l'opinion publique et on les incite finalement à ne pas respecter les gestes barrières. Oui, enfin là c'est surtout... il était en caméra cachée, oui, Éric Verhaeghe. Manifestement, si j'ai bien compris, M6 a publié l'intégrale de la conversation où Chalençon a fait ses révélations pour indiquer que ça n'était pas dit sur un ton humoristique. Absolument.
Je suis étonné, je vais refaire de la provocation, excusez-moi, Eric. Ça ne vous ressemble pas, Eric. Il n'est pas mon genre d'habitude. Non. Mais tout le monde le sait qu'il y a des ministres qui partent. On a les noms. Enfin, ça circule sur la place de Paris. Vous le savez mieux que moi, d'ailleurs, Valérie. Non, pourquoi mieux que moi? Moi, je ne suis pas allée dans un restaurant clandestin. Un nom un jour. Mais c'était pas un ministre. Effectivement, moi, on m'a raconté qu'il y a énormément de politiques. Donc, on parle plutôt de députés, de gens comme ça qui se retrouvent, de journalistes qui se retrouvent dans ces dîners. Mais je n'ai pas eu. Il y a eu une rumeur. Si, il y a eu une rumeur sur un ministre, mais qui était assez malveillante et pas du tout confirmée. C'est un peu le principe de la rumeur. Oui. Une rumeur est rarement bienveillante. Mais en tout cas, je suis étonné parce qu'en réalité, qui ne fait pas de dîner clandestin moi. En France? Moi. Mais c'est un choix de vie, mais a priori, la règle de ce pays, c'est que personne ne respecte les règles. Et tout le monde le sait. Oui, mais enfin là, on parle de politique, on parle de devoir d'exemplarité. Si un ministre est allé dans un de ces dîners, c'est quand même ahurissant, Florence Berthoud. Le sujet qui est posé, c'est, les règles valent ce qu'elles valent. Avec leur part parfois d'incohérence, mais on n'est pas censé se retrouver à plus de 6. Donc ce qui est autant reproché, c'est de faire des dîners qui ne respectent absolument pas les règles. Alors évidemment, tout le monde essaye de découvrir quel serait le ministre ou la ministre qui serait allé à ce type de dîner, mais les deux sujets, c'est, si j'ai bien compris, je n'ai pas passé trop de temps sur cette question-là, mais c'est que les serveurs, personne ne porte de masque, que les serveurs ne sont pas protégés, les gestes barrières ne sont pas respectés, et on est à plus de 6. Voilà, donc le sujet est qu'aucune règle ne serait respectée dans ce genre de rendez-vous. Oui, bien sûr. Pierre Jouvet. Tout ça est une histoire de corne-cul. Mais c'est plus que corne-cul. Absolument grotesque, où on laisse antenne ouverte sur des plateaux télé depuis des jours un espèce d'uluberlu dont je n'avais jamais entendu parler, qui a l'air de raconter tout et son contraire d'un matin à l'autre, d'un jour à l'autre. Donc le sujet maintenant, il est simple. M6 est une grande chaîne de télévision. Si M6 a des noms, des preuves et que son investigation est faite, qu'elle sorte les noms et que les ministres en question soient démissionnés, point barre. Oui, mais vous avez entièrement raison. Effectivement, hier, il y a eu un communiqué d'M6 disant on persiste et on signe. Dans ce cas-là, qu'ils aillent au bout. Là, je pense que on est en train, M6 est en train de jouer la bonte parce que ça fait monter évidemment le nombre de téléspectateurs. Bien sûr, ça fonctionne très bien. Ne nous leurrons pas. C'est pour ça qu'ils sortent pas tout de suite les preuves. Et là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'a priori ce soir, et ça c'est pour de vrai, à Top Chef sur M6, justement, il y a une ministre qui va aller cuisiner. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. C'est la ministre Pompili, Barbara Pompili. Donc on espère qu'il n'y aura pas de homard au menu. Mais je crois que c'est dans une optique d'une émission autour de l'écologie, du sans plastique et de l'environnement. Voilà, c'était. Et puis je voulais vous passer cet extrait de l'émission d'André Berkoff hier. André Berkoff qui racontait qu'il avait eu Bernard Tapie au téléphone. Et j'ai trouvé que ce que racontait André était très fort. Écoutez, c'était hier. Ils ont traîné dans une chambre, qu'ils ont effectivement presque étouffé sous les coussins pour lui demander où était soit le coffre-fort, soit ceci, soit cela, pendant que Tapie lui était ligoté dans la chambre d'à côté avec des câbles électriques. Il leur dit, et là je veux employer les mots qu'il a employés, il leur dit, mais je comprends pas, je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti. Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit, va te faire enculer, ce temps-là est mort. Voilà, donc André Berkoff a eu Bernard Tapie directement au téléphone et ce qu'il a raconté est absolument abominable et je ne sais pas si vous avez une réaction sur ce qu'on vient d'entendre. Pas de réaction supplémentaire à part dire que c'est abominable, tout le monde est dessus, mais peut-être attirer l'attention sur une chose, c'est qu'aujourd'hui... le homejacking et ces agressions aujourd'hui on parle de Bernard Tapie, mais des Bernard Tapie en France, il y en a probablement des milliers. Absolument. Exactement, il y en a partout. Il y en a partout et ces agressions violentes.
violentes existent. J'ai évidemment des administrés aussi qui ont été, hélas, hélas partout en France, victimes de ce type d'agression où on ligote, on menace et où la violence paraît ne plus avoir aucune limite. Donc elle est dans la rue et elle est aussi chez les particuliers. Oui. Réaction, Éric Verhaeghe? Oui, ma réaction classique, qui est que je suis une fois de plus étonné, si vous voulez, de notre capacité à mobiliser des forces de l'ordre pour aller mettre des contraventions sur une plage parce que des gens prennent l'air sur la plage. Et ces policiers-là seraient mieux employés à faire respecter l'ordre public et à réprimer les c'est compliqué. Et pas les gens honnêtes. C'est compliqué. Enfin, ils ne peuvent pas protéger tous les paliers de porte. Là, pour le coup, on peut se plaindre qu'ils ne soient pas... L'essentiel de la police ne sert pas à lutter contre la délinquance, mais à protéger le pouvoir. Et aujourd'hui, on a un sujet de fond là-dessus. Oui. Et vous, Pierre Jouvet, j'imagine que vous avez, vous aussi, en tant que maire, connaissance de faits, similaires. Donc c'est vrai que de faits similaires qui existent effectivement partout. Alors heureusement, c'est pas quotidien, mais ça arrive. Et le homejacking fait partie maintenant des pratiques de cambriolage qui sont extrêmement violentes, extrêmement courantes. Et qui est un fléau absolu. D'ailleurs, moi, je suis en zone gendarmerie dans ma ville, et le plus gros travail de la gendarmerie au quotidien, c'est la lutte contre les cambriolages, qui fait partie des agressions à la personne qui sont les plus en augmentation courantes ces dernières années et qui sont en plus de ça les plus compliquées à cibler parce qu'il y a des nouvelles équipes très mobiles, très rapides, très organisées qui arrivent et c'est très professionnalisé, mais c'est sûr que c'est glaçant et ça l'est toujours. Oui, on a Véronique qui nous dit « Mon beau-frère a voulu résister et s'est pris une balle dans la tête devant ses enfants et sa femme il y a 3 ans. » Et c'est vrai que le Bernard Tapie, personnage emblématique, fait qu'on s'intéresse, qu'on parle peut-être plus de lui que des victimes anonymes, mais ça permet justement de dire que ce saucissonnage existe. Pardonnez-moi, mais on est assez démunis. C'est-à-dire, j'entends ce qu'on disait sur le fait que les policiers, on les voit beaucoup moins dans la rue, et c'est une réalité. Mais les policiers dans la rue, il faut qu'il y en ait plus. Moi, je ne cesse de le demander. C'est pas derrière dans des bureaux, c'est sur le territoire. Il faut qu'il y ait de la police municipale aussi, parce que c'est la police d'îlotier qui peut dissuader. Elle n'empêche pas ça, mais elle dissuade par une présence, et il faut qu'on adapte les moyens. Cette guerre idiote des Verts contre, par exemple, les caméras de vidéoprotection dans les villes est totalement stupide. Les caméras de vidéoprotection, ça permet de visualiser aussi les types qui ont fait leur sale coup et qui courent depuis un immeuble. C'est comme ça aussi qu'on arrive à les rattraper. Donc il faut qu'on adapte les moyens d'investigation et de suivi de notre police et effectivement qu'ils soient dans la rue. Et qu'on punisse. Aussi, alors on pourrait faire un débat sur la réponse pénale. On pourrait faire un débat sur la réponse pénale et on verra qui n'est pas forcément. Et ils sont de plus en plus jeunes. Nous avons des jeunes adultes qui opèrent. On disait tout à l'heure qu'ils étaient très mobiles, mais ils sont surtout très organisés. Maintenant, par exemple, avec le Covid, fermeture des magasins, ils arrivent à minuit et ils font les rez-de-chaussée de 4-5 magasins et ils partent après, évidemment, au pas de course. Et ils sont arrêtés ou pas ? Alors certains sont arrêtés, mais ils sont arrêtés grâce à quoi ? C'est comme ça, ils sont arrêtés grâce aux caméras quand ils sont arrêtés, grâce aux caméras de vidéoprotection qui permettent de visualiser. Ce sont des jeunes adultes, encore une fois. Alors vous savez, des mineurs ou pas ? On a parfois des mineurs. On imagine que nous ayons des mineurs parce que quand vous n'avez pas les pièces d'identité, vous ne pouvez pas faire de prélèvements osseux et par ailleurs les prélèvements osseux sont aléatoires comme chacun sait à 2 ans près, parfois à 3 ans près. Bon, on imagine qu'ils sont jeunes adultes ou mineurs. On en est là, hélas. Catherine nous dit les cambrioleurs ne sont jamais punis. Expérience personnelle, les policiers arrêtent en flagrant délit et les cambrioleurs sortent libres de la gendarmerie et en souriant en plus. C'est vrai que ça permet de vous exprimer aussi cette affaire Bernard Tapie, c'est-à-dire l'exemple entre guillemets le drame qui s'est produit chez lui arrive effectivement à beaucoup de gens et ces témoignages en sont la preuve. On se retrouve dans un instant et je vous promets on parle de la vaccination. Est-ce qu'il faut l'ouvrir à tous ceux qui le souhaitent ? À tout de suite.
Avec vous jusqu'à midi. Faut-il ouvrir la vaccination à tous ceux qui le souhaitent? Hier, vous avez peut-être vu les images. Olivier Véran, Jean Castex, Gérald Darmanin ont inauguré le vaccinodrome du Stade de France. Plusieurs vaccinodromes ont ouvert depuis hier. L'objectif, c'est 10 millions de vaccinés. Mais on peut constater qu'il y a une réelle méfiance face aux vaccins AstraZeneca et au Moderna. On a pu voir sur Doctolib des rendez-vous totalement disponibles pour se faire vacciner par AstraZeneca. La maire de Paris, Anne Hidalgo, ainsi que plusieurs autres élus ont appelé le gouvernement à ouvrir la vaccination à tous les Français qui le souhaitent. Pour l'instant, elle reste réservée aux plus de 70 ans, aux personnes qui ont des comorbidités. Et aux soignants de moins de 55 ans. Aux soignants de moins de 55 ans. Mais oui, de moins de 55 ans. Pas aux enseignants. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes élus Les enseignants sont censés pouvoir se faire vacciner, ce que je souhaite évidemment ardemment. Non, mais ouvrir la vaccination à tout le monde. C'est-à-dire il y a de l'AstraZeneca. Moi, je veux bien qu'on ouvre la vaccination à tout le monde. Chiche. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, où je regardais les chiffres, je crois qu'il y a 14% des Français qui se sont fait vacciner, une moyenne de 13% en Europe, est-ce que l'on est à même d'ouvrir la vaccination à tous, c'est-à-dire aux plus de 18 ans, pour revenir peut-être après sur la vaccination des enfants, mais on n'en est pas là, ça nous vient d'ailleurs des États-Unis pour des raisons qui sont spécifiques aux États-Unis. Est-ce qu'on peut aujourd'hui vacciner tous les Français et les vacciner avec le vaccin de leur choix, c'est-à-dire pour une partie d'entre eux, du Moderna et du Pfizer? La réponse, elle est évidemment non. Et mais l'AstraZeneca qui va être perdu. Et l'AstraZeneca qui est perdu, oui, peut-être, je ne dis pas, mais l'AstraZeneca perdu, évidemment. Mais l'AstraZeneca, déjà, tous les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner à l'AstraZeneca. Les vaccinodromes ont été ouverts dans le département de Seine-Saint-Denis parce que c'est un des départements où on se fait le moins vacciner. Sinon, le département où on se fait le moins vacciner. Donc là, il y a une vraie attente pour de la vaccination massive. En tout cas, ouvrir l'AstraZeneca à tout le monde, la question peut se poser. Je dirais que faites la tournée des pharmacies, les pharmacies qui ont de l'AstraZeneca, ils vous diront qu'ils vaccinent pas uniquement les plus de 55 ans parce qu'ils ne perdent pas les doses. Maintenant, sur le Pfizer, on n'a même pas encore vacciné tous les plus de 70 ans. Dans le 5e, on a vacciné pratiquement 80% des plus de 75 ans. On est en train de regarder un peu sur les 70 ans. Je vais avoir un test d'ailleurs demain. On a 800 vaccins obtenus de manière tout à fait légale, je tiens à le préciser, et où on va vacciner ceux qui font partie de la cible. Ça va être un très bon test. On ne jette pas de vaccins. Donc vacciner tout le monde, oui, mais dès lors que ceux qui ont des comorbidités, ceux qui sont les plus fragiles, c'est-à-dire les plus de 70 ans, ils ont été vaccinés, déjà. En tout cas qu'une partie très très importante a été vaccinée. Sinon, vous savez ce qui va se passer? Les personnes les plus âgées, on va dire ça comme ça, qui ont déjà du mal à avoir un rendez-vous via Doctolib, pour ne pas dire qu'ils n'y arrivent pas sans l'aide des petits-enfants. Le 39-75 va être pris d'assaut par tous les plus jeunes. Et donc, les autres n'auront pas de vaccin. Je pense qu'il faudrait qu'on se soucie vraiment de vacciner tous les enseignants. Ça fait plus d'1 million de personnes. Donc, déjà, en avril, si on arrive à le faire, ça sera extraordinaire. Alors, Éric Verhaeghe. Écoutez, moi je vois dans cette histoire qui me paraît extrêmement alambiquée au moins 2 phénomènes. C'est-à-dire que on est premièrement en train d'appliquer à la vaccination la même règle que celle qu'on applique au chômage depuis des années. C'est-à-dire on fait plein de règles pour résoudre le problème et on n'a pas compris que le problème c'est l'excès de règles. Et donc là, je pense que très peu de Français ont compris qui pouvait se faire vacciner et qui ne pouvait pas. Et nous sommes tous en train de dire que la vaccination ne va pas assez vite et nous sommes en train de multiplier les règles pour empêcher que les gens aillent se faire vacciner. Donc là, il y a un paradoxe. Visiblement, il est bon de dire que c'est pas paradoxal et on est obligé de dire que c'est très malin. Vous me permettrez, avec mon bon sens paysan, d'expliquer que quand on veut que tout le monde aille se faire vacciner, on ne multiplie pas les règles ou les barrières à l'entrée pour empêcher les gens d'y aller. Donc vous seriez favorable à une ouverture Je pense qu'il y a plein de gens qui ont le droit de se faire vacciner qui n'ont pas forcément envie d'y aller, et il y a plein de gens qui n'ont pas le droit de se faire vacciner en l'état qui ont envie d'y aller. Faisons confiance aux gens.
Ça va déjà régler pas mal de problèmes, à mon avis. Deuxièmement, il y a un sujet de fond, mais là aussi, j'ai bien entendu que nous n'avions pas le droit de l'évoquer. Mais aujourd'hui, comme le dit Florence Berthoud, on centre la vaccination sur les plus âgés. Et ce pays ne vit plus que pour les plus âgés. On confine pour protéger les plus âgés, on réserve les vaccins aux plus âgés, et notre jeunesse, on la sacrifie. Enfin, on est en train d'expliquer que la société française est organisée pour les plus de 70 ans. Mais il faut arrêter. La force vive du pays, c'est pas les plus de 70 ans. Et c'est même pas les vieux croutons comme moi qui ont 50 ans, mais qui ont fait leur temps d'une certaine façon. Les forces vives de ce pays. Mais non, mais c'est non. les jeunes, c'est les étudiants. Et c'est eux qui doivent être privilégiés parce que c'est eux qui sont la force de travail de ce pays et la force de progrès et de croissance. C'est pas les vieux croutons comme nous. Enfin, il faut arrêter d'être égoïste. Déjà, le système est fait. On pique l'argent des plus jeunes pour soigner les plus vieux. Mais c'est pas le raisonnement. Aller jusqu'où dans le secteur. Mais c'est pas le raisonnement. Le manque de solidarité. Alors, attendez, on va faire tourner la parole. Vous répondrez, Florence Berthoud. Lucas, je suis pas là pour défendre la politique de vaccination, que ce soit clair. Mais il y a une vraie raison qui fait qu'on a pris d'abord les plus âgés. Je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village. Les personnes qui sont le plus susceptibles de décéder de coronavirus, c'est les plus de 65 ans. Donc ça et d'emboliser les unités de réanimation. Et en plus, donc ça a du sens de les vacciner en premier. Après, sur la question, est-ce qu'il faut vacciner tout le monde ? Vous l'aviez dit, Madame Berthoud, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de doses. Donc même si des personnes... Là, visiblement, il va y avoir des doses qui vont rester d'AstraZeneca. Voilà, et notamment des personnes qui n'honorent pas leur rendez-vous. Ouais. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment important à faire, et alors, je suis désolé, c'est peut-être un peu populiste de dire ça, mais pour les doses en trop, en gros, l'État laisser faire les maires, laisser agir au plus près du terrain. Et je pense que c'est le principal message pour vacciner les plus jeunes, c'est laisser les maires gérer. Oui, c'est ce que demande David Linard aussi. Excusez-moi, mais juste ce sujet-là, quand même, que je connais bien parce que je suis dedans toute la journée, comme plein d'autres maires, mon collègue aussi. Faut arrêter de dire qu'en fin de journée, quand il y a des doses, c'est que pour les plus de 70 ans, les moins de 55 ans soignants, etc. Moi, je suis de votre avis, les règles sont... et encore, elles se sont un peu... elles sont moins complexes qu'avant. Mais il y a quand même deux sujets. Quand le soir, il y a des doses, il y a plein d'arrêtés de préfectoraux qui le disent, eh bien, ceux qui vaccinent peuvent le donner à ceux qui ne sont pas dans les clous. C'est d'ailleurs pour ça que quand vous allez devant les centres de vaccination, vous verrez qu'à partir de 17h, voire parfois 16h, vous avez plein de gens qui attendent. Et dedans, il y a des jeunes. Mais ces personnes qui ne sont pas dans les clous, comment elles sont informées ? Est-ce qu'il y a une plateforme spéciale ? Parce qu'il n'y a pas du tout de plateforme, mais comme maintenant ça se répand partout sur les réseaux sociaux qu'on ne jette pas les doses, eh bien les gens, ils vont devant les centres de vaccination et de manière très aléatoire, ils font la queue en disant peut-être que moi je vais avoir droit à une dose. C'est ce qui se passe en tout cas partout dans la capitale. Bon. Mais après ils sont programmés pour recevoir la deuxième dose ? C'est les doses du... on est obligé. Vous avez tout à fait raison. Du coup, on est obligé de les reprogrammer pour une deuxième dose qui peut prendre potentiellement la place de quelqu'un qui était dans les clous. Mais ça, c'est un peu la règle qui est communément admise sur tout le territoire national. Pierre Jouvet, comment vous le vivez ? Juste, je précise qu'il y a deux plateformes qui s'appellent Covid List et Vite Ma Dose, qui sont des entreprises privées. Donc là, je rejoins le coup de cœur ou le coup de gueule d'Éric Verhaeghe, qui sont des initiatives citoyennes qui ne sont pas payantes et qui permettent de savoir où il reste des doses. Et c'est encore une fois le privé qui a réussi ça. Alors Pierre Jouvet, vous, comment vous gérez ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il faudrait l'ouvrir, cette vaccination, à tout le monde ? D'abord, pour dire qu'effectivement, ce que dit Florence Berthoud est très juste, la consigne que nous avons, c'est de dire pas de doses gâchées. C'est-à-dire qu'en fin de journée, si jamais il reste des doses, tout le monde a la possibilité d'être vacciné. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement admis, que les maires ont beaucoup poussé à l'ouverture des centres de vaccination au mois de janvier et qui maintenant est accepté. De la même manière qu'on a désormais la possibilité de tirer 7 doses sur un flacon Pfizer quand la condition au départage était de 6. Aujourd'hui, on a la possibilité voire de 5 au tout début. Et même au départ, on était sur 5, après sur 6, et on a la possibilité de tirer sur 7. Donc on a gagné des doses comme ça, et en fait, c'est la débrouille maximale qui joue dans tous les centres de vaccination. Pour répondre clairement à votre question, moi, je vous réponds oui et 100 fois oui. Bien sûr qu'il faut arrêter ces règles. Bien sûr qu'il faut faire sauter ça. Mais la question fondamentale, ça reste le nombre de doses. Si on ne met plus de critères, si on ne met plus de structure en place,
comment est-ce qu'on va pouvoir vacciner les publics prioritaires demain, qui sont ceux qui vont emboliser les systèmes de soins, les réanimations, qui sont les plus en comorbidité, qui vont avoir le plus de décès dans leur catégorie d'âge. Donc aujourd'hui, combien y a-t-il de doses en France ? Combien y a-t-il de doses dans les frigos ? Combien va-t-il y avoir de doses la semaine prochaine, la semaine d'après et dans 15 jours ? C'est à ces réponses-là c'est à ces questions-là que le gouvernement doit apporter des réponses, et qu'aujourd'hui on manque. Parce qu'il est clair qu'on a un manque de doses en France et que ce manque de doses fait qu'on est trop lent. Il faut accélérer cette vaccination, parce que sinon, je termine d'un mot. On est encore confiné pour 4 semaines ou 3 semaines et demie maintenant. Je ne sais même plus où on en est sur les dates. Et si on n'accélère pas, pendant cette période où on aura fermé les écoles, c'est-à-dire que si on ne vaccine pas les personnels enseignants, si on ne vaccine pas massivement la population et celles et ceux qui sont en première ligne, tout ça aura servi à rien. Et on va se retrouver dans 4, 5, 6 ou 7 semaines avec une situation nouvelle, et on va revivre encore un confinement. Donc voilà, il faut qu'on ait les moyens d'accélérer. Raison pour laquelle, parce qu'on n'est peut-être pas tous... raison pour laquelle il faut qu'on fasse très attention quand on dit, évidemment, ouvrons la vaccination. Il faut quand même, quand on est responsable public, on ne peut pas tout à fait dire ça de mon point de vue. Ouvrons la vaccination aux personnes qui sont les plus à risque, et en particulier les personnels qui sont les aidants à domicile, qui sont toujours pas vaccinés pour une partie d'entre eux, et les professeurs des écoles, bien sûr. Je vous assure que si on arrive à faire ça en Pfizer, ce sera formidable, car tout le monde, personne n'a quasi commenté le fait que la semaine dernière, nous avons des doses, cette semaine, pardonnez-moi, des doses dans certains centres qui ont diminué. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on laisse entendre, les doses de Pfizer et de Moderna ont diminué dans des centaines de centres de vaccination, à telle enseigne que sur Paris, moi on m'a refusé, par exemple, l'ouverture, alors qu'on est fin prêt, à Maubert Mutualité, d'un centre de vaccination qui devait être déporté dans un gymnase, et pourquoi dans le centre du 5e, parce qu'on n'avait pas assez de doses. Parce qu'il n'y a pas les doses. Donc on peut dire, oui, il n'y a qu'à Faucon, bien sûr, moi je souhaiterais qu'on ouvre à tout le monde, sauf que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de doses, et que les informations et la désinformation sur l'AstraZeneca, dont on a dit Orbi et Orbi qu'ils étaient cause de thrombose. Moi, je suis pas soignante, donc, mais je note qu'il y a hélas beaucoup plus de thromboses liées à la prise de la pilule que, semblerait-il, je suis très très prudente, à la prise de l'AstraZeneca. Il y a un petit schéma sur Twitter sur les risques, selon les risques qu'on prend au quotidien les uns et les autres. Et la vaccination par l'AstraZeneca arrive très loin. C'est-à-dire que avoir un accident dans l'escalier, des choses comme ça sont beaucoup plus courantes. Et on a plus de risques de mourir en prenant sa voiture. Mais on comprend, bien sûr, c'est totalement irrationnel. Aussi de se faire vacciner. Absolument. On a envie de prendre le vaccin. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant. On aura un auditeur avec nous, Guy, qui souhaite réagir. À tout de suite. Plan de l'ouverture de la vaccination à tous, et on a Guy qui est en ligne avec nous et qui voulait réagir sur Sud Radio. Bonjour Guy. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On vous écoute. Bonjour aux auditeurs, merci pour cette bonne émission. C'est gentil. J'ai 71 ans, je suis en retraite, et je pars du principe qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin, avant moi, d'être vaccinés, qui sont en activité pour pouvoir élever leurs enfants, les éduquer, leur apporter tout ce qu'il faut, les professeurs, et surtout les soignantes et les soignants, tout un monde qui est pour moi privilégié. Donc je sais qu'il n'y a pas assez de doses de vaccins, donc j'ai décidé pour le moment de ne pas me présenter pour être vacciné. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que je sais que je suis en très bonne santé, hormis une très mauvaise vision, un handicap visuel très prononcé. Donc, je ne suis pas, à la limite, essentiel pour la vie de cette nation. Et donc, je préfère laisser la place à des gens qui en ont absolument besoin. Et j'ai cette particularité, c'est que j'ai une très bonne défense immunitaire. Je donne mon sang depuis l'âge de 18 ans, tous les 4 à 6 dons par an, ce qui est très bon pour la santé, d'une part. Et je n'ai jamais eu la grippe. Et je ne sais pas. Donc, je ne suis pas malade. Voilà, je ne sais pas donc ce que c'est qu'un cachet d'aspirine. Vous dites, moi, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de me faire vacciner.
je préfère que d'autres personnes, d'abord, parce que je sais qu'il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a même pas assez de personnes capables de vacciner. Il n'y a même pas assez de centres de vaccination. Donc, priorité. Si, il y a des centres de vaccination, mais il n'y a pas de vaccin. C'est la même chose. Oui, mais attendez, j'ai le bâton, mais j'ai pas la merde. Bon, d'accord. Bon. J'ai la merde, mais j'ai pas le bâton. Bon, non, écoutez, façon de voir les choses. Mais il faut être sincère, il faut être clairvoyant. Il n'y a pas assez de possibilités de vaccination. Oui, mais là, on est dans une situation, pardon, Guy, on est dans une situation où on se rend compte que plus personne ne veut se faire vacciner avec l'AstraZeneca. Néanmoins, il reste des gens qui sont prêts à le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ceux qui veulle faire y aller ? C'est la question. Voilà, ça c'est autre chose. Moi, mon principe, je sais qu'il n'y a pas assez de vaccins. On en a parlé, le monsieur en a parlé, d'autres personnes en ont parlé. On sait qu'il n'y a pas assez de vaccins sur le pays pour le moment. Bien. Donc la situation est telle que pour moi, il y a des personnes prioritaires, qui sont les soignants, les aides-soignants, les parents, les professeurs, les jeunes aussi, qui ont besoin de faire des études, etc., etc. Les personnes qui travaillent, qui ont besoin d'avoir une activité pour gagner de l'argent, pour pouvoir vivre. Moi, j'ai une retraite, donc j'ai pas tous ces soucis. Ma fille est élevée, elle est grande. On entend ce que vous dites. Il y a cette position-là. Il y a ceux qui ne croient pas au vaccin et qui ne veulent pas se faire. Qui ne veulent pas, c'est totalement respectable. Chacun fait comme il veut. Bien sûr, c'est totalement. Mais c'est vrai que si on regarde les pays comme les États-Unis, comme Israël, qui ont vacciné massivement leur population, force est de constater que ça a plutôt marché. Non, Éric Vérac, vous n'allez pas être d'accord avec moi. Non, attends, moi je suis beaucoup plus nuancé que ça. Alors je voudrais saluer le civisme qui me paraît tout à fait exemplaire de cet auditeur. C'est ce que j'appelle la solidarité intergénérationnelle. La solidarité, ce n'est pas tout le temps recevoir et ne jamais donner. Et je trouve très bien qu'il y ait des gens de 70 ans de plus en France qui se disent « moi, je suis quelqu'un de responsable et la solidarité, c'est pas ce qui me profite et qui ne me coûte jamais ». Donc je voudrais saluer cette attitude civique qui manque beaucoup trop dans ce pays, spécialement chez les plus de 60 ans. Et même les plus de 50, je vais me mettre dedans. Deuxièmement, sur la vaccination et sur l'AstraZeneca, moi, je n'ai pas de doute sur le fait qu'une vaccination massive permette de faire tomber le taux de contamination ou la dangerosité moyenne et la dangerosité moyenne du virus. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que je trouve dommage qu'on n'ait pas aussi cherché des traitements préventifs ou curatifs qui auraient aussi permis de faire tomber la mortalité. Moi, je n'ai pas de problème sur le fond du vaccin. Je pense qu'il est très bien de vacciner massivement. Le paradoxe, c'est qu'en effet, on mise sur le tout vaccin, on dit qu'il faut vacciner massivement, mais on empêche les gens d'y aller, on n'a pas acheté assez de doses, on n'a pas soutenu Valneva, la start-up de Nantes qui a développé un vaccin, c'est les Anglais qui ont acheté. Il faut quand même qu'on m'explique comment on peut tolérer dans ce pays un discours sur le tout vaccin, on interdit tous les médicaments qui pourraient soigner, et on a un laboratoire français qui développe un vaccin, Sanofi a jeté l'éponge entre-temps, on ne sait pas pourquoi, un laboratoire français privé développe un vaccin, et les pouvoirs publics ne lèvent pas le petit doigt pour l'aider. En fait, cette incohérence des pouvoirs publics est insupportable. Moderna aussi, je vous signale le patron de Moderna qui a raconté qu'il est venu. Qui a développé sans la France. Mais alors, vous parlez des traitements, beaucoup de nos auditeurs parlent de traitements. Quels sont les traitements qui sont validés aujourd'hui médicalement et qui ont été faits de façon scientifique? Il n'y en a pas, si. Moi, je connais. Non, il n'y en a pas. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu 48 études sérieuses indiquant que l'ivermectine divisait par 4 la mortalité du virus. Il y a eu probablement d'autres molécules qui permettent d'atténuer les effets du virus. Et en effet, aujourd'hui, il y a un silence officiel sur cette question. Un silence, mais quoi? Donc quoi, un complot? On ne veut pas soigner? Non, il n'y a pas de complot. Ce n'est pas une histoire de complot. C'est qu'il y a eu d'abord des stratégies médicales manifestes, c'est-à-dire qu'on a dit tout sur le vaccin. Éventuellement, le remdesivir, dont on a reconnu ensuite la dangerosité, et toutes les molécules qui, dans la pratique, ne coûtent pas cher et auraient permis d'arrondir, ou au moins d'espérer arrondir
les effets du virus, toutes les molécules qui ne coûtent pas cher ont été systématiquement combattues. Enfin, vous imaginez ce que ça coûte? Non, mais allez au bout de votre raisonnement. Vous imaginez ce que ça coûte en ce moment aux différents États de mettre leur économie à l'arrêt pour gagner, pour ne pas commercialiser des médicaments qui ne coûtent rien? Enfin, c'est absurde. Moi, je pense que non, c'est quoi le raisonnement? Mais c'est quoi le raisonnement? Carré que ça. Ce que je dis, c'est qu'il y a dans la décision publique, il y a 2 maires sur ce plateau qui, à mon avis, sont témoins jour après jour de la complexité de prendre une décision publique et notamment de prendre une décision gouvernementale sur des sujets aussi sensibles. Et je pense que dans les déterminants de la décision, il y a eu en effet des facteurs autres que l'intérêt général qui ont joué. Mais comme plein de fois dans l'histoire, Valérie, ne vous faites pas on découvre que c'est inadmissible. C'est arrivé 100 000 fois. Si nous nous sommes fait balayer en 40 par l'armée allemande, c'est parce que nous avions des décideurs nuls qui, au lieu de tenir compte de l'intérêt général, ont fait jouer plein d'autres considérations. Ce n'est pas une nouveauté que les élites de ce pays soient nulles en matière de gestion de crise. Alors, je ne sais pas, peut-être... Vous pensez de cette hypothèse? Déjà, on a eu un beau point Godwin, parce que pour comparer la vaccination avec la Blitzkrieg de 1940, c'est un petit peu... c'est pas la vaccination, c'est la gestion de crise. Moi, je pense qu'on vit une véritable déculottée, oui. Juste un truc, choisir de foutre des œillères sur les yeux et de ne pas regarder ce qui se passe, parce qu'on veut pas être dérangeant, donc on va soutenir des contre-vérités. La vérité, c'est que la France a vécu une Bérésina en 2020 avec ce virus. La vérité, c'est que par habitant, on a eu moins de morts que certains autres pays que j'imagine vous citez en exemple, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne qui ont développé un vaccin. L'autre vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a 13% de notre population qui est vaccinée. On est dans la moyenne européenne. Alors, peut-être un peu au-dessus. Peut-être un peu au-dessus, c'est 13,4 contre 13, mais on va dire qu'on est dans la moyenne. Et moi, je veux dire, ça m'énerve un petit peu qu'on n'arrête pas de critiquer la France, de critiquer tout, d'être défaitiste. On n'a pas été très bon. Mais on n'est pas non plus en dessous de tout. Il faut arrêter de faire le béni oui-oui. C'est pas béni oui, on n'est pas au-dessus de tout, on n'est pas en dessous de tout. Une réponse courte, je réponds sur ce que vous dites. Si en effet, nous avons eu si peu de morts, et j'en suis d'accord avec vous, pourquoi a-t-on autant dramatisé la situation alors que nos résultats ne sont pas aussi catastrophiques? Parce que la peur laisse les gens chez eux et les évite de se contaminer. Alors Florence, et puis après... Je pense d'ailleurs on ne peut pas... Nous sommes d'accord. La situation d'aujourd'hui n'est pas tout à fait comparable à la situation du premier confinement. Où là, c'est vrai qu'on manquait de tout. On manquait alors, il n'y avait évidemment pas de vaccin, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas, mon collègue maire pourrait le dire, parce qu'on était dans une situation absolument cataclysmique. Moi, je me souviens d'avoir été... Et il n'y avait pas de masque. Et donc, on a bidouillé pour avoir des masques, moi, via la région, qui avait fait des grosses commandes, d'ailleurs aussi à la Chine, oui, et qui a montré quoi? Qui est notre extrême dépendance, que ce soit sur certains pans de notre recherche, parce qu'il ne faut quand même pas généraliser. Je veux dire, la lutte contre le HIV, on a été, tout le monde a oublié ça, mais on a quand même été, même s'il faut faire beaucoup plus, on a quand même été dans le monde le pays qui a été aux avant-postes de la recherche pour combattre ce terrible fléau. Mais, alors, il nous reste deux minutes, Florence, rapidement. Écoutez, l'Allemagne, Merkel est critiquée, moi je ne suis pas béni, je ne dis pas que c'est fantastique, il y a eu surtout une communication qui a été une communication incompréhensible qui changeait toutes les semaines. Bon, on n'est ni pire ni meilleur que les autres, et on a surtout aussi une Europe qui n'a pas été au rendez-vous, qui n'a fait que complexifier les choses avec des responsables de laboratoire. Écoutez, regardez ce qui s'est passé avec l'AstraZeneca, où selon que vous étiez anglais, britannique, américain, etc., vous n'étiez pas livré comme les autres. C'est quand même une réalité. Moins 130 millions, il y a eu 130 millions de doses qui étaient promises pour la fin mars en Europe qu'on n'a jamais eu. On a eu 15% des doses. Alors, Pierre Jouvet, sur ce qu'évoquait Éric Verhaeghe. Non, mais moi j'ai une conviction profonde, c'est qu'aujourd'hui, pour voir le bout du tunnel de cette crise, il faut vacciner massivement. On le voit, tous les pays qui sont arrivés à protéger leur population par un vaccin et par un taux de vaccination élevé sont en train de s'en sortir. Donc maintenant, on doit jouer d'une mobilisation générale dans les semaines qui viennent pour mobiliser toutes et tous pour vacciner et encore vacciner. Le Premier ministre a annoncé 10 millions de vaccinés
à l'horizon du mois de mai. Je vois qu'aujourd'hui, on doit être à peu près à 4 millions et demi de Français qui sont vaccinés. Donc, ça veut dire qu'on est encore à la moitié de l'objectif affiché pour la fin du confinement. Donc, maintenant, il faut que chacun libère les contraintes qui existent, qu'on libère partout sur le territoire les doses de vaccins qu'on a reçues et qu'on est en train de recevoir aussi massivement, parce qu'on en reçoit massivement jour après jour. Et comme le disait Florence Berthoud tout à l'heure, moi je vais vous donner mon expérience de mon centre de vaccination dans ma ville. Je devais avoir pour la semaine prochaine une augmentation du nombre de vaccins. Eh bien, je n'ai pas d'augmentation du nombre de vaccins pour la semaine prochaine. Donc en fait, à un moment donné, on est... Où sont ces doses de vaccins? Pourquoi est-ce qu'on est les seuls à ne pas recevoir de doses de vaccins? Moi, c'est ça que je ne comprends plus et qui me rend fou. Parce qu'en fait, on enferme les gens, parce qu'on plombe notre économie pour des décennies et des décennies. On met l'état psychologique du pays dans un état calamiteux et on ne met pas en face de ça la réponse de vaccination suffisante et nécessaire. Et c'est ça maintenant qu'on doit tous mobiliser. Parce qu'on n'a pas assez de vaccins. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pourquoi on ne reçoit pas les doses. Je vais donner une petite statistique qui est assez rigolote. Très, très rapidement. C'est que 65% des doses de vaccins qui ont été inoculées jusqu'à aujourd'hui ont été inoculées dans 3 pays. La Chine, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Quel est le point commun entre ces 3 pays? Ils ont tous développé leurs vaccins et ils ont tous produit leurs propres vaccins. Donc effectivement, quand on est dans une situation de dépendance, il ne faut pas s'étonner d'être servi après ceux qui produisent leurs vaccins, qui protègent leur population en premier. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.